Mesdames et messieurs, un nouveau président qui était une quinzaine de jours plus tôt prisonnier dirige le Sénégal depuis mardi dernier. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, de l'ancien PASTEF, du nom du parti créé et dirigé par le plus intraitable des opposants à Macky Sall. Je veux parler d'Ousmane Sonko. Nous ferons de ce sujet le principal sujet de discussion de ce numéro de votre hebdomadaire, ce qu'il fallait démontrer, si le temps nous le permettait entre-temps, et éventuellement, on reviendrait sur cette visite d'une délégation des députés du parti LD au niveau des prisons civiles de Cotonou et de Misrete, avec toute la polémique qui a suivi. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour à Anissé Carlos Oké. Bienvenue sur cette émission. Nous aurons plusieurs axes à évoquer concernant cette actualité-là. Et donc, direction Dakar, il y a un nouveau président, âgé de 44 ans, qui est patron désormais au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Il y a 2, 3, 4 semaines au préalable, auparavant, est-ce que vous auriez imaginé un tel scénario? Non, c'était difficile à imaginer et je pense que le président élu lui-même ne pouvait pas l'imaginer il y a quelques semaines. Donc il y a un concours de circonstances qui a permis cette victoire du président Diomaye Faye. Et je pense qu'en analysant, on comprendra que bon, en fait, ce n'est pas une génération spontanée, il y a un travail qui a été fait en amont qui a produit les résultats que nous avons aujourd'hui. On doit dire le triomphe de la démocratie, non? On pourrait le dire a priori parce qu'il y a quand même eu une élection et que cette élection a été crédible, a été sincère et ces résultats ont été reconnus par tous. Il n'y a pas eu de tripatouillage et donc oui, on peut dire que la démocratie a triomphé. Maintenant, dans le contexte mondial d'aujourd'hui, il y a des votes orientés qui font que parfois les électeurs eux-mêmes choisissent un président sans savoir très bien pourquoi ils le choisissent. Oui, ben, c'est vrai qu'on peut tout de suite dire, oui, la démocratie, parce que d'abord il y a alternance, etc. Le plus gentil dans l'affaire, c'est visiblement Macky Sall. Il a été le diable dans un premier temps, et puis bon, il est devenu un ange à la fin. Je pense que de manière cohérente, quand on met les choses de bout en bout, on en arrive à la conclusion que celui qui a véritablement permis aux responsables du PASTEF d'être installés aujourd'hui à la présidence de la République sénégalaise, c'est Macky Sall. Et je crois qu'ils lui doivent leur élection et à bien y regarder. C'est quoi, il a fait exprès, il a organisé tout ça exprès, ou bien on lui a forcé la main, parce qu'on a quand même vu toutes les balles reçues, quand je parle de balles, je parle au figureux, reçues par le patron du PASTEF. Oui, et je pense qu'il y avait une persécution gratuite qui n'était pas nécessaire et qui n'avait pas de raison véritablement d'être. Et c'est pourquoi je dis que c'est lui qui a été le véritable directeur de campagne, parce que il y a quelques mois, Ousmane Sonko était effectivement un jeune bouillant qui donnait des fils à retordre au gouvernement, mais de là à imaginer son élection, il y avait un fossé et personne n'osait le franchir. Bon, maintenant que cet homme-là se retrouve aujourd'hui avec son alter ego à la présidence, ça donne un peu à réfléchir. Et lorsqu'on se réfère à l'histoire, tout a commencé, me semble-t-il, véritablement au moment où Ousmane Sonko a été accusé d'avoir abusé d'une jeune masseuse et avoir outrepassé ses prérogatives. Et je pense que c'est à ce moment-là véritablement que la persécution a commencé et tout ce qui s'en est suivi est ce qui nous a amené aujourd'hui au résultat que nous avons. On a l'impression que les peuples se ressemblent d'une frontière d'une nation à une autre, toujours amoureux de ceux qui sont persécutés. Tout à fait. Et je pense que pour pousser quelqu'un à venir au pouvoir, pour l'aider à venir au pouvoir, il faut le persécuter. Il faut le persécuter. Il faut le persécuter. C'est vrai que bon, dans certains pays, c'est pas tout à fait la même chose, parce que, voyez-vous, la jeunesse sénégalaise, par exemple, est une jeunesse engagée, qui a déjà été réveillée et utilisée par Abdoulaye Wade, déjà contre Abdou Diouf, avec le mouvement Soupi. Et c'était déjà une sorte de monstre qui avait été créé et qui a été mis en sommeil plus tard. Ce monstre s'est réveillé à la fin des 2 quinquennats d'Abdou Diouf, du vieux Wade.
pour lui rappeler qu'il n'avait pas le droit de prétendre avoir un troisième mandat et il a été proprement chassé du pouvoir. Le monstre est allé se rassoupir à nouveau et puis il s'est réveillé à nouveau pour chasser Macky Sall qui avait été installé royalement après le départ de Wade. Et je pense que le cycle va continuer parce que le monstre grandit chaque jour et naturellement il est allé s'assoupir encore maintenant qu'il a réussi sa nouvelle mission. Et gageons que si Diomaye Faye ne se prend pas véritablement au sérieux et ne travaille pas à satisfaire les aspirations de cette jeunesse impatiente et déterminée, il semble que c'est cette même machine qu'il fera partie. On a l'impression que les jeunes, c'est du dégagisme, comme on dit ailleurs, plutôt que l'adhésion à un programme. Pourtant, les gens agitent, je dois dire, le programme de PASTEF comme étant celui qui a, ma foi, ravi l'intérêt des électeurs. Absolument pas. Le programme de PASTEF existe, c'est vrai, il existait depuis au moins 5 ans. Mais ce programme, même si vous le demandez à n'importe lequel des Dakarois qui l'ont élu, ils n'en savent rien. Donc, ce n'est pas ce programme qui a fait élire les responsables du PASTEF. Moi, je considère personnellement qu'il y a longtemps que la politique, entendue comme l'art de bâtir la cité, la politique entendue comme le sacrifice consenti par des personnalités pour se mettre résolument au service de la communauté. Je crois que ça là, on a fini avec ça depuis un moment. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans une guerre d'intérêts. Cela a toujours été le cas, non? Quand il s'agit de pouvoir politique. Le pouvoir politique a toujours été conditionné quelque part par le pouvoir économique. Mais aujourd'hui, c'est que la politique n'existe même plus du tout. Ah ouais? Il n'y a qu'une guerre économique partout dans le monde. Et je pense que cette guerre a commencé par nous montrer aujourd'hui les limites de la démocratie classique dans laquelle les peuples africains évoluent, parce que cette démocratie a montré ses propres limites dans les États où la démocratie était considérée comme une référence. En France, vous vous rappelez bien que Emmanuel Macron lui-même est sorti de nulle part pratiquement, parce que, on va dire ça, c'est vrai, il était au gouvernement comme secrétaire général adjoint, il était au ministre, et puis ensuite, il a créé un mouvement qu'on a appelé En Marche, le 6 avril 2016, qu'il a porté au pouvoir 1 an plus tard à l'Élysée. Enfin, dans un pays comme la France, il faut reconnaître que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'il y avait une classe politique expérimentée et avisée en France. Et cette classe politique a été aujourd'hui complètement démembrée et désarticulée. Donc, on n'est plus dans les idéologies qui se confrontent, dans les idées qui se confrontent, on n'est plus du tout dans ça. On est dans un système où un lobby économique puissant vient, utilise les moyens nécessaires et installe une équipe qui travaille à son profit. C'est ça fondamentalement que je note aujourd'hui. Parce que vous allez voir que la démocratie française, si on prend cet exemple de 2024, ne ressemble absolument à rien, en rien du moins, à la démocratie qu'on a connue sous un certain François Mitterrand, par exemple. En rien à ce qu'on a connu sous Chirac, que je considère personnellement comme le dernier Mohican, parce qu'après lui, je crois que tout a dégringolé. Donc, la démocratie elle-même a changé complètement de visage. Et les Français, aujourd'hui, si on fait un sondage, nous nous rappelons que lors de la réélection d'Emmanuel Macron, c'était choisi entre le mal et le pire. Et ils ont préféré le mal. Les hommes politiques qui ont une idéologie, qui ont le patriotisme chevillé au corps et qui travaillent de manière désintéressée à servir la communauté, ce n'est plus du tout dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en pleine guerre économique et cette guerre économique s'est déjà transportée sur notre continent depuis longtemps. Est-ce que ce n'est pas le fait que les acteurs politiques tels qu'on les connaît et tels qu'ils se sont construits une image ont profondément déçu plutôt les peuples? Oui, ils ont profondément déçu les peuples parce que l'économie, c'est-à-dire que l'intérêt financier a pris le pas sur tout le reste. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, les hommes ne travaillent que pour avoir de l'argent. Les gens ne sont en politique que pour avoir de l'argent. Ce n'est plus du tout pour servir de manière désintéressée. Donc,
moi, je pense que ce qui a commencé en France a déteint un peu sur la politique africaine, parce que la démocratie que les pays africains avaient expérimentée au début des années 90 a fichu le camp depuis longtemps, s'est transformée, et aujourd'hui, ce que nous avons, ce n'est plus qu'une guerre de leadership pour dégager un camp et s'installer au profit de la puissance d'argent qui est derrière soi. On a l'impression que les peuples ailleurs, je ne sais pas s'il faut créer ce mot, se droitisent, pendant qu'en Afrique, on se gauchise à la limite, ou on se socialise un peu à la limite. Quand on voit un peu le parcours du Sénégal, on a eu beaucoup de présidents, en tout cas d'obédience socialiste, qui se sont succédés. N'eût été le break de Macky Sall, on n'aura eu rien que des présidents qui soient socialistes. Et donc on est retourné, en tout cas, à cette tradition-là. Ça devrait coller en principe à l'esprit même des peuples africains qui s'entraident, qui aiment le partage, qui se soutiennent. En fait, a priori, on pourrait penser que effectivement, c'est une gauche, c'est un gouvernement de gauche qui s'installe au Sénégal. Mais quand on les regarde de près, il y a un vent qui souffle depuis quelques années maintenant sur le continent africain, et qui, de mon point de vue, ne doit rien au hasard. Il y a une puissance économique, un puissant consortium économique qui travaille méthodiquement à s'installer dans des pays africains où il y a question de ressources naturelles intéressantes. Oui, mais appelons les choses par le nom. Vous parlez de la Russie là, ou vous parlez de quoi concrètement? Parce que c'est elle qui est en progression sur le continent. C'est la Russie qu'on voit a priori. Oui. Et c'est la Russie qu'on doit a priori. Mais je pense que la Russie n'est pas seule. Ah oui? Non, la Russie n'est pas seule. C'est un ensemble de pays qui constituent un pôle qui veulent aujourd'hui équilibrer les forces politiques et économiques, qui est à l'œuvre et qui, curieusement, se retrouve un peu en réaction aux actions de la République française. Je m'explique. Lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a clamé haut et fort, comme ses prédécesseurs, que la France-Afrique, c'était terminé, définitivement terminé. La preuve que ses prédécesseurs l'avaient dit sans avoir réussi. Ensuite, il dit, nous allons avoir des relations décomplexées parce que désormais, nous allons traiter d'égal à égal avec tous les États africains. Il est venu le dire à l'université de Ouagadougou. Et on s'attendait naturellement à ce qu'avec ce président jeune, qui n'avait pas 40 ans, qui n'avait pas fermé 40 ans quand il venait au pouvoir, avec un président comme celui-là, nous puissions avoir des relations entre l'Afrique et la France qui soient vraiment des meilleures. Or, à la vérité, c'est que les relations se sont complexifiées à un tel point que le dégagisme s'est imposé dans un certain nombre de pays africains où le sentiment anti-français est né, on ne sait trop comment, s'est exacerbé, on ne sait trop comment, et a atteint un niveau où il fallait chasser la France. Et vous verrez que partout où on a chassé la France, c'est des intérêts économiques d'une certaine obédience qui s'installent, qui se sont installés au Mali, qui se sont installés au Burkina Faso, qui se sont installés au Niger, et de la même obédience qui s'installe aujourd'hui au Sénégal. Alors quand on regarde ça, nous ne sommes pas dans l'économie, mais dans la politique, nous sommes véritablement dans une guerre économique. Oui. Il faut peut-être aussi voir que le monde se déplace de l'ouest vers l'est désormais, non? Parce que quelque part aussi, l'ouest a eu quand même le temps de régner sur le monde, et l'ordre du monde ne reste pas stable éternellement. Il y a ce chamboulement qui s'organise, etc. Il faudrait-il pas voir ça sous ce temps-là? Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi que les forces s'équilibrent, hein? Parce que pendant longtemps, c'est les États-Unis qui ont fait subir leur hégémonie au reste du monde. Donc c'était une vision unique qu'il fallait absolument épouser, ou alors on se retrouvait comme un diable dans le bénitier. Donc non, je pense que si ces forces s'équilibrent aujourd'hui, c'est une excellente chose. Il faut juste que nous veillions à ce que en déshabillant Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, nous ne soyons véritablement les dindons de la farce,
qui sont là, qui ne bougent pas et qui servent d'appât aux autres. Si on reste dans cette logique de dégagisme, comme vous l'évoquez, et qu'on parle du Sénégal, en principe, on devrait avoir un discours dans le genre écoutez, nous sortons du franc CFA, nous allons sortir de la CEDEAO, nous sommes désormais ouverts à des partenariats d'égal à égal, etc. Mais Diomaye Faye ne nous a pas offert ce spectacle mardi. Non. Et vous noterez avec moi qu'il a mis un bémol à son discours depuis la période de la campagne électorale. Tout à fait. Sinon, avant la campagne, pour le PASTEF, c'était clair, il fallait sortir du CFA. C'était 3 mots forts que nous entendons depuis peu dans le Sahel. Nationalisme, panafricanisme et souveraineté. Oui. Voilà. Donc, c'était ça le discours du PASTEF jusqu'à la campagne électorale où ils ont curieusement mis un bémol. C'est pourquoi je vous dis que le principal artisan de l'élection de ce groupe d'hommes est Macky Sall. Comment ça? Je pense que cette élection n'a pas encore révélé tous ces petits secrets parce que le fait d'avoir persécuté Sonko. Tu crois qu'il le faisait exprès en sachant qu'il sera élu ou... J'ai l'impression qu'il le faisait exprès. Ah ouais? J'ai l'impression qu'il le faisait exprès pour pousser le PASTEF à être en position de victime et à être poussé par la masse parce que les Sénégalais se connaissent bien. Parce que Macky Sall ne peut pas avoir été aussi maladroit pour, d'une part, persécuter quelqu'un qui n'était pas nécessaire de persécuter pour l'installer. Deuxièmement, ne pas travailler à renforcer les bases de son parti de manière à ce que le candidat présenté par son parti soit élu haut la main. Parce que vous avez vu qu'il a présenté un candidat qui, ma foi, dès le début, avant même que la candidature soit officielle, avait été présenté par tout le monde comme un loser. On savait qu'il ne gagnerait pas. Il a été contesté même dans le camp présidentiel. Alors, donc, que Macky Sall soit aussi maladroit, je trouve ça un peu curieux. Peut-être qu'il a été suffisamment, enfin, un peu trop concentré sur Ousmane Sonko et qu'il a oublié peut-être de préparer sa maison. Ou alors qu'il a confié la tâche à celui qui devrait en principe prendre sa relève. Moi, je pencherais plutôt pour une sorte de consensus ou en tout cas de non-dit dans le sens d'une collaboration secrète. Ah ouais. Parce que, vous savez, la rumeur avait couru à un certain moment que les responsables du PASTEF, avaient été approchés par ceux qui sont au pouvoir forcément, mais une certaine élite à l'intérieur du PASTEF travaillait en étroite collaboration avec les responsables du parti au pouvoir. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de démentis et nous avons eu par la suite aussi des rumeurs selon lesquelles il y a un député qui a carrément dénoncé les sources de financement du PASTEF comme étant des sources très, comment dire, très occultes, hein, interlopes, et qu'il y avait des fonds pétroliers qui, quelque part, étaient injectés dans ce parti-là, qui prenaient probablement des engagements avec des compagnies, enfin des pays, dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais. Bon, là-dessus, il y a eu un véritable démenti du PASTEF, mais le député était convaincu de ce qu'il disait. Alors, quand on met ces choses-là bout à bout et qu'on voit Macky Sall qui reporte une élection alors qu'il n'est pas candidat et que rien n'empêchait véritablement de faire l'élection et que dans le même temps, il met Ousmane Sonko en prison. Vous vous rappelez du motif? Pour vol de téléphone. Non, attendez. On peut trouver mieux quand même que ça, non? Ousmane Sonko est allé en prison pour vol de téléphone. Quand on a essayé toute la stratégie avec la pauvre masseuse et que ça n'a pas fonctionné, donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'il a volé un téléphone. Il a été condamné, il a été jugé et condamné tout de suite. Quant à Diomaye Faye, lorsque Sonko a été condamné et qu'il fallait aller en appel, Diomaye Faye a trouvé que c'était absolument anormal que les juges n'aient pas attendu, alors que le délai courait encore pour l'appel, qu'il n'ait pas attendu pour confirmer la décision. Et c'est la seule chose qu'il a eu à dire, que ça ne peut pas être possible si la cour n'est pas corrompue. Et c'est ça qui lui a valu d'aller retrouver Sonko en prison.
Et on s'est bien gardé de le juger et de le condamner, lui. De sorte que, lorsque Macky Sall a pris une loi d'amnistie que personne ne lui a demandé, pour sortir. Oui, mais il en bénéficie et il sait que sous son règne, il y a quand même eu des violences, il y a quand même eu des décès, etc. Et que si la justice devrait s'intéresser à cela, on cherchera à savoir qui a donné l'ordre et qui a équipé les gens. Très bien. Mais il a quand même pris la loi d'amnistie que personne ne lui a demandé. Oui. Et ça lui a permis de sortir Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et Sonko étant forclos à cause de sa condamnation et du temps qui est passé, parce qu'il n'a pas pu présenter sa candidature avant la loi d'amnistie, c'est Diomaye Faye qui a finalement été candidat et qui a été élu haut la main avec une telle facilité. On ne peut pas comprendre que... il n'y a pas de complicité quelque part. Macky Sall est parti en laissant un message derrière lequel on peut lire l'amertume, mais aussi et surtout l'engagement à combattre le gouvernement qui est là. Il dit ouvertement qu'ils sont désormais dans l'opposition, en tout cas lui et son parti. On sent que la bagarre n'est pas terminée. Non, mais c'est dans l'ordre des choses, puisque dans une démocratie, il faut bien des gens au pouvoir et des gens dans l'opposition. Bon, il ne peut pas dire à ses partisans, nous avons été vaincus, allons nous coucher et laissons les gens travailler. Donc il a raison de dire ça. Mais moi j'ai noté dans son dernier speech, dans son dernier message, qu'il a dit une phrase forte. Il a dit que la démocratie, c'est une succession de cycles. C'est très important. C'est une succession de cycles. Donc c'est un cycle qui s'achève avec lui, Macky Sall, et c'est un nouveau cycle qui commence avec les responsables du PASTEF. Et on verra ensemble si ce nouveau cycle sera au petit bonheur la chance des Sénégalais, parce que j'ai l'impression que les nouveaux responsables du Sénégal ont du pain sous la planche. On reviendra tout à l'heure sur la démocratie, sa qualité et sa survie actuellement à travers le monde, quand on sait que bon, il y a quand même quelques signes d'essoufflement. Faut-il continuer à le garder? Je ne sais pas si vous aviez noté avec l'élection du jeune président au Sénégal, ce rajeunissement du pouvoir enfin progressivement en Afrique de l'Ouest, même si on a encore quelques barons qui sont encore au pouvoir, on a l'impression que de plus en plus les jeunes gagnent la confiance de leur père jeune et que le pouvoir est en train de revenir aux jeunes. Oui, et je vous ai dit, ça avait déjà commencé en France. Et les Français aujourd'hui sont dirigés par un homme qui est pratiquement le fils de la plupart des hommes politiques français. Donc, si ça a commencé là-bas, on peut comprendre que ça a atteint les rives de l'Afrique. Parce que, vous voyez, la population africaine est essentiellement jeune. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. La population africaine est essentiellement jeune. Cette jeunesse est profondément déçue par tous les cycles successifs de système politique qu'il y a eu jusqu'à ce jour. Il n'y a aucun pays où les jeunes se sentent heureux par la politique menée par leurs aînés, par leurs pères. Tout le monde est déçu. Mais quand on les regarde de près, les aînés qui ont failli ne sont pas non plus des traîtres ni des apatrides. Ils ont fait ce qu'ils ont pu dans le contexte où ils l'ont fait. Parce que personne n'a la main libre dans cette affaire. Et lorsque vous avez été poussé, comme ça c'est le cas aujourd'hui, où on ne vient plus au pouvoir parce qu'on a acquis de l'expérience en servant la communauté, parce qu'on a acquis un certain savoir-faire, parce qu'on a de la sagesse, comme par le passé, on ne vient plus au pouvoir par cette somme de connaissances et d'expérience, mais on vient parce qu'on a des capacités managériales qu'on peut tout de suite se mettre au pouvoir. Vous voyez, il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps de développer une carrière même dans la profession qu'ils ont choisie. Ils n'ont même pas le temps. Regardez les responsables du PASTEF. Ils ont travaillé juste un peu et puis après ils ont été licenciés, on les a mis à la porte, ils n'ont plus travaillé et subitement ils se retrouvent à diriger un État. Est-ce que c'est une bonne chose? L'expérience nous le dira. Est-ce que c'est une mauvaise chose? L'expérience nous le dira. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse sénégalaise, elle fait partie des jeunesses les plus éprouvées du continent africain, parce que c'est une jeunesse qui paye un lourd tribut aux boat people, aux bateaux qui s'échouent sur les larges des côtes
des côtes occidentales. Donc, il y a tellement de jeunes qui meurent en allant chercher la pitance ailleurs parce qu'ils sont totalement désespérés de ce qui se passe dans leur pays, qu'on peut comprendre que cette jeunesse-là soit véritablement bouillonnante. Et pourtant, lorsqu'on regarde, par exemple, en prenant les résultats de Macky Sall, lorsqu'on regarde, on a l'impression que le Sénégal a beaucoup avancé, que le Sénégal s'est construit de manière... Il y a des Sénégalais qui témoignent de ces réalisations. Mais ça veut dire, le citoyen sénégalais, le jeune sénégalais, est toujours dans un désespoir très J'ai l'impression que pour vous, le PASTEF n'a rien fait comme travail, hein, que ce n'est pas une prime à l'engagement, à l'abnégation de Sonko, etc., à tout ce qu'il a pu subir en face des juges, dans la rue. Vous vous rappelez certainement ce moment où les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie, a dû casser ses vitres pour pouvoir ouvrir sa portière. Il sortit Manu Multari de sa voiture pour l'amener au poste. Pour vous, pour tout ça, c'est rien, c'est un montage, c'est Macky Sall qui a travaillé à faire venir au pouvoir le PASTEF. Je pense que s'il n'avait pas voulu le faire, en tout cas s'il voulait le faire, il n'aurait pas fait autrement. S'il avait pensé à travailler, à faire élire les responsables du PASTEF, il n'aurait pas fait autrement. Et donc, personnellement, j'attends d'avoir la preuve du contraire, mais je pense que le meilleur agent qui a travaillé pour l'élection de Diomaye Faye, c'est Macky Sall. Beaucoup s'attardent un peu sur le profil du jeune président, inexpérimenté en termes de gestion de pouvoir public, très peu connu de la scène politique nationale. On l'a vu juste aux côtés d'Ousmane Sonko, juste après les licenciements. Quelqu'un qui, lors de sa prestation de serment, qui se demandait qu'est-ce qu'il se trouvait, enfin, qu'est-ce qu'il faisait à se trouver au milieu de 1000 pères Dieu comme ça, et sur place et à travers le monde. Comment vous percevez Diomaye Faye? Bon, je le perçois un peu comme un président qui est un peu élu par défaut et qui donc ne s'était pas véritablement préparé à la fonction. Et ne s'est pas du tout préparé à tout ce qui lui tombe dessus aujourd'hui. Mais à côté de lui, il y a Ousmane Sonko qui, lui, par contre, est un leader politique qui a travaillé à développer un certain charisme, une certaine philosophie politique, qui est affilié à un certain courant géostratégique mondial, et qui, ma foi, pourrait bien l'aider dans les premiers temps à installer quelque chose au Sénégal. Parce que sans lui, je pense que Diomaye Faye aurait été complètement perdu. Mais au-delà de tout ça, je considère que personne ne vient au pouvoir de manière aussi spontanée. Pendant tout le temps que Macky Sall pendant tout le temps que Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient dans l'opposition, on ne les voyait pas comme des gens désargentés, paumés, rasant les murs. Ils roulaient carrosse. Le PASTEF avait un financement conséquent. Et lorsque le PASTEF levait des fonds, d'ailleurs des fonds à polémique, lorsque le PASTEF levait des fonds, en quelques heures, il y avait beaucoup d'argent. Mais les jeunes cotisaient, les Sénégalais cotisaient. C'est bien de ça que je vous parle. Et on ne met pas l'argent n'importe comment. Aujourd'hui, personne ne jette l'argent. On met l'argent dans une cause parce qu'on y croit. Et on met l'argent aujourd'hui plus comme un financement que comme un don. Donc, comme un investissement plutôt. Comme un investissement, voilà. Comme un investissement plutôt que comme un don. Et tous ceux qui ont financé le PASTEF ont fait un investissement. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent espérer faire un retour d'investissement. Ça fait que, entre ce que le candidat Diomaye Faye a dit avant l'élection et ce qu'il fera aujourd'hui, il y aura, me semble-t-il, une certaine marge. Parce que tout homme qui vient au pouvoir en ayant profité d'un financement qui n'est pas son héritage, a les mains quelque part un peu liées. Quels sont les défis aujourd'hui du Sénégal et de Diomaye Faye? Le principal défi, me semble-t-il, sera celui de la lutte contre la corruption. Il en fait véritablement son cheval de bataille. Mais lutter contre la corruption, c'est, me semble-t-il, s'attaquer à l'ancien système. C'est-à-dire, on dit que Diomaye Faye est un président hors système ou anti-système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens en face qui ont été
qui a installé une machine. Qui a installé une véritable machine de corruption, parce que le Sénégal se présente, il faut le dire très clairement, comme un État véritablement corrompu, où des fonds publics sont dilapidés, mais d'une manière extrêmement... Mais les choses peuvent changer. Je crois que, oui, mais en tant que jeune, il a encore la vigueur juvénile et l'engagement. Ce que je souhaite dire plutôt, c'est que s'il veut lutter contre la corruption, il est obligé d'aller de manière frontale contre les personnes qui ont dirigé le pays hier. Et il ne peut pas le faire en espérant avoir la paix sociale dont il se fait le chante. Mais il a le soutien de la plupart des hommes politiques aujourd'hui. N'oubliez pas qu'au lendemain même des élections, notamment présidentielles, la plupart des candidats avaient commencé à le féliciter. Le PDS pardon, de Watt l'a salué. On a vu bien d'autres acteurs, en tout cas, saluer sa victoire. On a l'impression qu'il a quand même avec lui la majorité des acteurs politiques, de la scène politique sénégalaise, donc il doit être libre pour agir et face à ce que vous appelez système. Non, il n'est pas du tout libre. Parce que ceux qui l'ont félicité sont dans l'opportunisme politique. Ils ne sont pas dans autre chose que dans l'opportunisme politique. Parce qu'ils savent que leur apport, même en termes de voix, n'est pas déterminant dans l'élection de Diomaye Faye. Diomaye Faye n'a pas eu besoin d'eux pour se faire élire. Donc, ce sont des opportunistes qui saluent pour lui dire, bon, ben écoute, on est avec toi, bon, il ne faut pas penser que nous sommes contre toi. Alors, moi, ce que je dis, c'est que s'il veut lutter contre la corruption, il fera des prisonniers parmi les hommes du système. Il fera des exilés politiques parmi les hommes du système. Et ça donnera lieu à des troubles. Parce que on peut pas, les hommes politiques ne se reprochent jamais quoi que ce soit. Les hommes politiques ne reconnaissent jamais avoir créé des problèmes qui puissent les amener en prison. Et vous verrez les partisans de Diomaye Faye qui l'ont élu, vous verrez parmi eux certains dire non mais c'est la chasse aux sorcières, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter telle personne, on ne peut pas arrêter telle autre. Mais si on veut lutter contre la corruption, à votre avis, c'est contre qui? C'est contre les hommes qui ont géré le pays? Oui, absolument. Alors, donc, je ne pense pas qu'il puisse allier une véritable lutte contre la corruption. Je dis véritable. Hein, s'il veut faire du saupoudrage, ce sera du saupoudrage. Mais une véritable lutte contre la corruption ne peut pas se faire en même temps qu'il obtient une paix sociale et une cohésion nationale comme il espère. Alors, oui, il a fait de celui qui était son mentor politique, de celui qui était le président de son parti politique, il l'a fait Premier ministre. Certains ont trouvé que ça va être une cohabitation difficile. On connaît les amitiés, comment est-ce qu'elles s'achèvent quand le pouvoir intervient. Regardez au Burkina Faso, puis après ailleurs, là où il vous plaira de regarder. Et même si vous n'aviez pas le regard assez loin pour voir jusqu'au Burkina, regardez au niveau du Sénégal et remonter l'histoire. Un certain Amadou Dia et un certain Senghor, comment est-ce que c'est fini sur une affaire de coup d'État où l'autre a été condamné à perpétuité. Comment vous voyez finalement ce duo au pouvoir? Et pour compléter, je dirais, le cas de Paul Biya, qui, voilà, par exemple, avec Amadou Diop, qui a remplacé son mentor et qui en a Amadou Diop, pardon, qui en a fait ce qu'il en a fait pour garder le pouvoir. Donc, non, il faut le dire d'emblée, l'amitié, la complicité ne favorise pas du tout la collaboration sur le plan politique. La politique est faite pour diviser des amis, pour briser des complicités, pour détruire complètement... Vous pensez qu'ils vont arrêter d'être complices? Je pense qu'ils ne peuvent pas rester amis très longtemps. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? D'abord parce que Ousmane Sonko a des idées très fortes. Ousmane Sonko a des convictions profondes. Une personnalité très dominante. Et c'est lui qui porte les convictions par lesquelles les membres du PASTEF se reconnaissent. Mais Diomaye Faye aujourd'hui est devenu président. Il est entré dans un autre cercle. C'est-à-dire que lui, il a désormais d'autres interlocuteurs avec qui il parle de choses que Sonko ne connaît pas. Il se trouve dans des réalités. Quand on s'assied sous le fauteuil présidentiel, on se trouve confronté à des réalités que ceux qui ne sont pas dans ce fauteuil-là ne peuvent pas savoir. Il y a des contrats, il y a des non-dits, il y a des contraintes, il y a des tas de choses qui font que Ousmane Sonko va prendre des décisions
et que son président va lui demander de laisser. De revoir. De revoir et de laisser. Donc, ça va commencer par créer des grincements de dents et je pense que quoi qu'on dise, il arrivera un moment où Diomaye Faye va finir par entrer complètement dans son rôle et par prendre totalement de l'assurance et à partir de ce moment-là, il ne considérera plus Sonko comme son mentor. Ce sera le contraire. Et à ce moment-là, les choses commenceront à se gâter, d'autant que Sonko n'a jamais dit nulle part qu'il a cessé d'avoir des ambitions présidentielles. Mais on a vu à la télé le père du président élu rassurer et assurer de la qualité de l'éducation de son fils, de sa modestie et de son humilité, au nom de sa religion d'ailleurs. On peut se dire que le président peut s'effacer, quitte à ne porter que le nom et à laisser gérer le pays par son mentor politique. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Au départ, il peut véritablement laisser le pays à Sonko, mais il arriverait un moment où, étant donné que lui, il parle avec d'autres interlocuteurs, étant donné que lui, il a connaissance d'un certain nombre de choses que le Premier ministre ne peut pas connaître, étant donné que lui, il a des accords même avec un certain nombre de personnes et avec des groupes, comment on va dire, des puissances économiques, il va commencer par avoir des positions qui ne seraient pas tout à fait dans la droite ligne de ce que voudrait son mentor d'aujourd'hui. Et il arriverait un moment où lui, il serait plus du tout favorable à écouter comment on va dire, les directives de Sonko et à les suivre. Il finira par commencer un jour à dire à Sonko, non, écoute ça, il ne faut pas le faire. Même dans le cadre de la lutte contre la corruption, pour ne prendre que ce cas-là, à supposer qu'on engage cette lutte, les pesanteurs politiques feront que le président dira telle personne, c'est vrai, il est coupable, mais il ne faut pas toucher. On va voir d'abord. Voilà. Oui, mais il y a quand même des amitiés qui ont résisté au pouvoir au Bénin. Deux amis, même s'ils ne sont pas ministre et premier ministre, il y a quand même deux hommes qui ont été longtemps amis, qui ont lutté ensemble, même si l'un a été élu président, et qui sont restés toujours amis actuellement. Parce que l'un est dans toute la prérogative de sa fonction et que l'autre est complètement effacé et n'a aucune prérogative, aucune fonction, aucun titre. Oui, quand c'est comme ça. Oui, mais il n'en demeure pas moins que quelque part certaines langues le présentent comme quand même le vice-président de la République et qu'il a beaucoup de pouvoir, même si ce n'est pas officiel. Et je pense que beaucoup de gens pensaient que Sonko serait également dans un rôle de cette nature, à peu près dans ce rôle-là, pour que l'amitié entre lui et le président Diomaye Faye puisse durer un peu. Mais dans la position de chef de gouvernement ou de premier ministre, ça risque de créer des problèmes plus tôt que prévu. Alors moi j'ai suivi le président tout nouvellement élu dans son discours qui parle surtout du Sénégal, mais en mettant l'accent sur l'Afrique, comme si le Sénégal était comme la capitale d'Afrique, de l'Afrique. C'est vrai qu'on parle de panafricanisme, etc. Mais est-ce que le Sénégal ne se voit pas trop beau, trop gros, trop grand à partir de cette transition démocratique là? Non, mais disons que le Sénégal a toujours été la capitale de l'AOF et ils ont toujours gardé cette position-là et n'oublions pas non plus que c'est pratiquement la seule démocratie qui n'est pas connue véritablement d'à-coup ou de coup d'État depuis les indépendances. Donc ils se considèrent un peu comme la lumière que les autres doivent suivre. Bon, chez nous, c'est vrai que depuis 92, depuis 90 du moins, nous essayons de construire une démocratie qui est saluée partout dans le monde, mais le vent qui souffle sur la planète, comme je vous l'ai dit, a fini par toucher tous les pays. Et même si aujourd'hui nous n'avons pas un coup d'État militaire qui soit intervenu au Bénin, nous avons un président qui a proposé un programme qui ressemble à s'y méprendre à ce que propose aujourd'hui le président Diomaye Faye, à savoir une rupture avec l'ordre établi, une rupture avec l'ancien système et toutes les conséquences qui vont avec. Mais on n'a pas l'impression en tout cas que c'est le même contenu de discours, parce qu'eux ils parlent de nationalisme, de panafricanisme. Je n'ai pas entendu Patrice Talon parler de panafricanisme et autres. Quel sera l'impact de ce changement-là sur la géopolitique sous-régionale avant qu'on parle du monde? Je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui seront contaminés. Et si mon analyse
est bonne. Je pense que la Côte d'Ivoire va bientôt connaître, non pas forcément son Sonko, mais son programme de rupture. Parce que, comme je vous l'ai dit, le vent qui souffle est en train progressivement de permettre à une puissance économique mondiale de s'installer dans certains pays de la sous-région. Et ces pays-là se trouvent principalement en Afrique de l'Ouest. Les rapports entre le Bénin et la CEDEAO, ça va rester statu quo. On sait que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et relativement le Bénin ont joué de mauvais rôles, en tout cas selon les populations, dans le rapport ou le maintien des rapports entre la France et les pays anciennement colonisés. Ça va continuer comme ça, puisque la position se ramollit depuis qu'on a commencé la campagne et qu'on a été élu côté Diomaye Faye. Oui, effectivement, oui. Je pense que déjà, Diomaye Faye ne sera pas dans la même rigueur de nationalisme, de panafricanisme, de souveraineté. À la Goïta. Non, ça ne sera pas la même chose du tout. Mais c'est vrai que le discours dans son ensemble ressemble à celui-là parce que c'est un discours qui porte. C'est un discours qui porte et c'est un discours qui plaît à la jeunesse sénégalaise. Bon, est-ce que les effets vont suivre? On verra, parce que si les effets ne suivent pas, c'est là où il y aura quelques difficultés. Parce que si les effets suivaient, à ce moment-là, il y aura forcément un effet de contagion dans les autres pays qui entourent le Sénégal. Donc, au niveau de la CEDEAO, je pense que le Sénégal ne va pas changer grand-chose en dehors de faire peut-être l'effort de ramener nos frères, les pays frères, les pays frères du Sahel qui sont détachés de la CEDEAO, les ramener, Mali, voilà, en faisant en sorte que même s'ils veulent créer une alliance entre eux, que ces pays-là continuent de rester membres de la CEDEAO et travaillent à consolider la communauté sous-régionale. Bon, maintenant, sur le plan de la politique politicienne, est-ce que le Sénégal va réussir? Ça, c'est une question qui reste posée tant qu'on n'a pas vu Diomaye Faye à l'œuvre sur 1 ou 2 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura un délai de grâce très court parce que les attentes sont véritablement énormes. Ceux qui parient sur le départ du Sénégal vers l'AES ne pensent pas bien, d'après vous, visiblement. Alors ça, personne ne peut le dire encore pour l'instant, parce que je vous ai dit, c'est la même obédience, c'est la même idéologie, c'est la même philosophie qui est dans le Sahel, qui aujourd'hui se propage et a atteint le Sénégal. Donc, bon, il est bien possible que le Sénégal décide d'aller vers là-haut, mais ce sera une extrême décision que je pense qu'ils ne pourront pas choisir de prendre tout de suite, parce que ça a des implications pour le pays qui font qu'aujourd'hui, ils vont peut-être travailler par palier, donner l'impression que bon, on va sortir du franc CFA, on va avoir des relations privilégiées avec les pays de l'AES, mais il faut croire que fondamentalement l'économie, la structure de l'économie du Sénégal ne lui permet pas tout de suite de prendre une décision aussi radicale. Est-ce que la France ne paie pas encore un peu de son influence dans la zone occidentale française? Oui, ça me donne à penser que Emmanuel Macron travaille à décomplexer les relations avec les pays africains, mais le seul et unique résultat qu'il obtient jusqu'à présent, c'est la perte progressive de l'influence de son pays dans la sous-région ouest-africaine. Est-ce que on peut aller jusqu'à penser qu'il est un agent qui travaille pour l'installation d'une puissance étrangère? Non, la question reste posée. Il est français, hein? Il va pas. La question reste posée, mais les faits sont là et les faits sont têtus. Je ne crois pas, je refuse de croire qu'un président français commette autant de maladresse pour que, à la chaîne, son pays perde l'influence. On peut mettre ça sur le coup de son jeune âge. Pendant qu'on parle de France-Afrique, il était à peine né, il ne connaît pas l'esprit même de la France-Afrique. Il peut se surprendre à rêver, à cause de son jeune âge, d'une nouvelle ère dans les rapports entre la France et mettons, les anciennes colonies
colonie de la France, et donc ça peut lui avoir joué des tours. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas fort tout le temps, et donc d'autres puissances ont eu le temps de grandir. La Chine, l'Inde qui logne du côté de l'Afrique, j'ai parlé de la Chine déjà, et bien d'autres dragons de l'Asie qui sont encore en présence aussi sur le continent. Ça peut être des éléments qui ont fait que la France perde le pouvoir. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais l'hypothèse selon laquelle, parce que le président est jeune, toute l'administration de l'Élysée se retrouve complètement paralysée ou complètement désorientée, ne sait plus quoi faire. C'est lui qui prend les décisions. Même si le président doit prendre les décisions, il les prend sous l'éclairage d'un certain nombre de conseillers. Il y a toute une machine qui accompagne le président en France. Il ne prend pas des décisions comme ça. Ce n'est pas comme dans nos pays où la Constitution permet au président à lui tout seul de définir et de conduire la politique nationale. Bon, en France, ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, dans la Constitution française, c'est très clair. C'est le gouvernement qui définit et conduit la politique nationale. D'accord. À partir de ce moment-là, le président de la République ne peut pas se fourvoyer complètement sur toute la ligne et sur toute une région. Personnellement, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre à partir du moment où Emmanuel Macron était parti de très bonnes intentions au départ et aujourd'hui, très curieusement, il n'y a que des ralliements qui se font contre la France et le discours qui porte aujourd'hui le plus, c'est le discours anti-français. Ça pose un problème. Je ne pense pas que la France manque autant de stratégies pour corriger ces choses-là. Et ma foi, j'ai l'impression que si Emmanuel Macron, que tout le monde reconnaît comme étant le produit d'une oligarchie qu'il a installée bon an, mal an et au gré, bon gré, mal gré du moins, parce qu'on se souvient que pour que Macron soit installé, il a quand même fallu plomber la candidature d'un certain Dominique Strauss-Kahn. Il a fallu plomber la candidature de Nicolas Sarkozy et de tous ses proches pour pouvoir laisser Emmanuel Macron venir. Donc, à partir de ce moment, c'est une puissance économique qui est à l'œuvre et on ne connaît pas ses objectifs. On ne les connaît pas. On parlait, et j'avais promis qu'on y revienne, on parlait de la démocratie, de son crédit aujourd'hui, la démocratie qui s'essouffle, des gens pratiquement inconnus, en tout cas du monde politique, qui viennent prendre le pouvoir, le ravir aux acteurs dont c'est le métier. Vous avez cité le cas de la France. On vient de voir qu'au Sénégal, ce n'est pas les plus expérimentés, hein, les messieurs du PASTEF qui ont pris le pouvoir à Dakar. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour le Bénin qui veut construire, je dois dire, sa démocratie autour de grands partis politiques? Ça reste à prouver. Nous allons, de toute façon, c'est pas différent, hein. Au Bénin, nous ne sommes pas non plus dans, la politique entendue comme service désintéressé à la communauté. Ça, c'est clair. Il y a longtemps qu'on est sorti de ça, il y a longtemps. Bon, donc à partir de ce moment, je pense que c'est une autre ère qui s'ouvre pour le Bénin aussi, et que bon, chacun se cherche. Il y a des pays où les gens changent la constitution pour se réadapter à cette géopolitique et à cette géostratégie qui a bouleversé toute l'Afrique de l'Ouest depuis un moment. Et bon, au Bénin, nous essayons aussi de faire ce que nous croyons devoir faire. S'il y a des ajustements à faire, on le fera au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la démocratie, telle qu'elle a été vécue depuis 1990, a montré totalement ses limites. La démocratie classique, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est... Va-t-on inventer une autre démocratie? On doit inventer un nouveau système et je pense qu'il appartient à chaque pays de le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a des pays qui prennent les devants, qui prennent le risque de changer leur constitution courageusement pour dire non, ce qu'on faisait avant, ça ne nous menait pas loin. On peut leur faire grief, hein? On peut leur dire que par rapport à la conférence nationale de 90, par rapport au vent qui a tourné en Afrique en 90. Vous pensez à Lomé? Je pense à Lomé par exemple, qui a fait un régime, parlementaire et qui n'a pas attendu que ça pète complètement avant de prendre ces initiatives-là. Regardez très bien autour de nous, dans tous les pays d'Europe, il y a un chamboulement total. Il y a un chamboulement total. J'ai parlé de droitisation. De droitisation. Oui. Et ce n'est pas que ça. Regardez aux États-Unis. Ce n'est plus la politique non plus. C'est la guerre économique à fond.
tous les procès que Donald Trump a aujourd'hui, qui font qu'il a des obstacles sur son chemin qui le conduisent jusqu'à sa candidature, et tout ça, ce n'est pas anodin. Et ça ne se serait pas fait dans le cadre d'une politique entendue comme l'art de bâtir la cité. Non, on est dans une guerre économique. Donald Trump représente un pôle, et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui représentent un pôle, et ces deux pôles-là se battent et se mettent les bâtons dans les roues, et c'est à qui réussirait à franchir les obstacles et à se retrouver à la présidence. Donc, si ça se passe comme ça aux États-Unis, ce n'est pas dans le reste du monde que ça ne se passera pas. Donc, chez nous, nous gagnerions à trouver les formules pour un mécanisme régime parlementaire pour installer. Non, enfin, j'en sais rien du tout. Moi, je ne suis pas un homme politique et je ne suis pas dans les réflexions des hommes politiques, mais nous gagnerions à anticiper pour créer un système qui donne une certaine satisfaction au plus grand nombre. Voilà. Il y a un discours qui a crédit, et ça va être le dernier axe de nos échanges. Il y a un discours qui a beaucoup de crédit, beaucoup d'écho auprès des jeunes Africains, le panafricanisme aujourd'hui. J'ai l'impression que ça a joué pour une large part à l'élection de Diomaye Faye. C'est le dernier bouée de sauvetage, dirait-on, pour ces jeunes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Oui, c'est une trouvaille. Il faut l'appeler comme ça, c'est une trouvaille, parce que le panafricanisme ne date pas d'aujourd'hui. Et le panafricanisme, me semble-t-il, c'est la faculté de travailler à une certaine agrégation des États africains. Et aujourd'hui, le panafricanisme travaille à une certaine ségrégation. Il y a des États qui se disent panafricains et qui se séparent de l'ensemble. Je trouve ça curieux. Peut-être parce que l'ensemble ne ressemble pas aux aspirations panafricanistes. Et si un ensemble de 14 États ne ressemble pas au panafricanisme, c'est un ensemble de 3 États qui vont donner un exemple de modèle de panafricanisme. Non, je pense que c'est un discours, ce sont des incantations plus qu'autre chose. Parce que j'ai beau regarder à l'intérieur du panafricanisme qui est porté par une frange de la jeunesse aujourd'hui, très honnêtement, je ne vois pas ce qu'il contient de bien séduisant pour faire la différence. Un nouveau regard sur l'Africain, un regard moins condescendant sur l'Africain, la révision de rapports économiques, de contrats économiques et militaires, etc., qui datent de plusieurs siècles. On a quand même vu des contrats sortis qui sont vieux de dizaines d'années, etc. La révision d'un certain nombre de rapports, tout ça, ça rentre dans le cadre du panafricanisme. On ne va pas continuer à avoir les mêmes contrats miniers d'il y a 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas le fait de rompre un contrat avec une puissance étrangère qui fait de ces États... Et de s'ouvrir sous d'autres... C'est pas ça le panafricanisme. À d'autres horizons. C'est ça le panafricanisme? Je ne sais pas, moi. Le panafricanisme, c'est de travailler à ce que les Africains regardent tous ensemble dans la même direction et créent un grand ensemble fort et puissant. Mais dans ce cas, justement, il y en a qui ne veulent pas regarder dans le même sens que les autres proposent. Regardez ce qui s'est passé avec, je dois dire, la monnaie commune annoncée pour la CEDEAO. Il s'est trouvé 2 présidents pour que tout échoue, alors qu'on est à la porte de la réussite d'une merveille. Et vous pensez que ces États-là sont à l'origine de tous les problèmes? Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, on a vu ce qui s'est passé. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et je pense que même au niveau des États de l'AES, si on faisait peut-être d'ici 2 ans, 3 ans un sondage au sein de la population, c'est pas sûr que nous ayons des sons de cloche qui fassent danser de joie. Parce que la population est la finalité des politiques nationales. Le bien-être de la population est la finalité des politiques nationales. Il ne s'agit pas de faire de la révolution pour faire de la révolution. Il ne s'agit pas de proclamer des indépendances. Parce que moi, je n'ai pas entendu dans ces pays où on dénonce des contrats avec les puissances étrangères, je n'ai pas entendu traiter leurs compatriotes, les pères de l'indépendance qui ont été les signataires de ces contrats, je n'ai pas entendu les traiter de traîtres.
Je n'ai pas entendu dans aucun de ces pays dire que les pères de l'indépendance ont été traités. Selon le contexte. Mais le contexte, exactement. Au moment où ces contrats avaient été signés, ils étaient bien utiles et ces contrats étaient des protections agréables, rassurantes pour les États qui en bénéficiaient. Mais le contexte, il a changé. Donc il faut changer, non? Pourquoi est-ce qu'on résiste? Mais quand le contexte change, il ne faut pas dénoncer les contrats bruyamment comme si quelqu'un était venu vous les imposer pendant que vous dormez. Non! Il faut dire clairement, oui, c'est vrai, nous avons à un moment donné signé un tel contrat, mais nous décidons aujourd'hui de mettre fin. Il ne faut pas traiter l'autre de bandit parce que, comme si il était venu mettre le pied sur la gorge des pères de l'indépendance pour dire signez-moi ça. Non, ce n'était pas ça. La sécurité, à un moment donné, était une préoccupation pour les pères de l'indépendance. C'est normal qu'ils aient accepté la protection d'une puissance étrangère. L'exploitation de nos richesses que nous ne pouvions pas, nous seuls, exploiter, c'est normal qu'à un moment donné, les pères de l'indépendance aient pensé à une puissance supérieure pour nous aider à les exploiter. Aujourd'hui, nous pouvons trouver que c'était des contrats léonais, que nous avons été grugés. Mais si nous ne traitons pas les pères de l'indépendance de voleurs et de traîtres, ce que nous avons à faire, c'est de dénoncer ces contrats-là sans les considérer comme la source de l'arriération de nos pays. Non, si la politique change, il faut dire que la politique a changé. Donc le fait de chasser une puissance étrangère de son pays, ça ne répond pas aux critères du panafricanisme. Ah ouais? Honnêtement, je ne vois pas quoi ça répond aux critères du panafricanisme. La question de souveraineté, non? La question de l'armée. Vous imaginez deux armées sur... Si nous parlons de souveraineté, ça c'est autre chose. C'est panafricanisme. On a dit l'autodétermination. La souveraineté, le panafricanisme, c'est pas la même chose. L'autodétermination des peuples, ça fait partie de leur jargon, je crois. Et ça doit avoir quelque chose avec la souveraineté. Est-ce que vous connaissez un peuple qui a été consulté avant que des contrats soient rompus? Vous connaissez un peuple qui a été consulté et qui a donné son accord? Oui, les peuples sont consultés à travers les élections ou à travers la désignation de leurs responsables. Est-ce que vous avez vu un peuple qui a été consulté pour dénoncer des accords? Est-ce que vous avez vu quelque part où on a organisé un référendum pour dénoncer des accords? On devrait organiser des référendums. Mais c'est le peuple qui est concerné par une question aussi importante. Et donc, il ne revenait pas à des gens qui prennent le pouvoir de dire nous dénonçons tous les accords. Ce n'est pas normal. Je ne dénie pas du tout à ces pouvoirs qui sont installés et qui sont peut-être clairvoyants. De définir les conditions dans lesquelles ils auront des rapports avec d'autres. Mais par respect pour les peuples, on devrait considérer que les peuples avaient leur mot à dire. Si eux, ils ne le considèrent pas, ça veut dire que les peuples qui pensaient avoir perdu une certaine liberté sous la démocratie se retrouvent aujourd'hui sous un régime où ils n'ont même plus absolument aucun espoir de liberté. Moi, ça me pose un problème. Pour des contrats aussi importants, pour des accords aussi importants, et par respect pour le peuple qu'on prétend défendre, et par respect pour le peuple qui est détenteur de la souveraineté, il faut faire des référendums avant de prendre un certain nombre de décisions. Anessé Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.